valeur la plus pertinente au final d'un bien de rendement, c'est la valeur future. Au final, chaque évaluation dépend directement de la précision de l'expert dans ses analyses. C'est dur de la croire, cette hypothèse. Et elle est même complètement fausse. Aujourd'hui, le taux hypothécaire de référence a augmenté, donc oui, les loyers sont impactés. L'inflation est de retour. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Les flux de trésorerie sont clairement les éléments les plus importants dans l'évaluation d'un bien de rendement. Je l'ai souvent répété, un bien immobilier de rendement est valorisé uniquement par l'argent qu'il est capable de générer. Aucune méthode d'évaluation ne peut démentir l'axiome qui dit qu'un élément de fortune dépend directement des opérations de trésorerie prévues pour son exploitation. Rappelez-vous, l'axiome, c'est simplement un principe qui est indémontrable, mais irréfutable. C'est-à-dire qu'il est vrai de manière générale. Il a toujours été comme ça, il a toujours été vrai. Et c'est impossible de le démontrer, mais c'est impossible de dire que c'est faux, parce que c'est vrai. Et en fait, dans cet épisode, le but, c'est de comprendre vraiment pourquoi et quelle est la construction, premièrement, de la valeur d'un bien de rendement, de la valeur d'un bien, la valeur d'un bien de rendement, donc un élément de fortune, quelque chose qui génère des revenus, et puis comprendre quelle est l'importance au final des opérations de trésorerie. Ça veut dire des revenus qui sont générés. Rappelez-vous le fonctionnement de l'évaluation immobilière selon la méthode DCF, le Discounted Cash Flow, j'en ai parlé dans plusieurs épisodes maintenant. C'est l'analyse des paiements futurs, des paiements des opérations de trésorerie qui vont intervenir dans le futur, plus tard. On ne se concentre pas du tout sur ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'on s'en fout complètement de ce qui s'est passé avant, puisque l'élément de fortune a une valeur qui est déterminée par ce qui va arriver dans le futur. C'est uniquement les revenus qui sont générés dans le futur, ça veut dire l'année aujourd'hui et les années suivantes, N+1, N+2, N+3, N+4, N+5, qui vont déterminer une valeur de bien immobilier aujourd'hui. Au final, chaque évaluation dépend directement de la précision de l'expert dans ses analyses. C'est évident que dans la valeur DCF, vu qu'on doit décortiquer chaque année d'un point de vue revenu, d'un point de vue charge, de combien est-ce qu'un bien immobilier va rapporter, combien est-ce qu'il va coûter et qu'est-ce qui reste à la fin concrètement. Donc chaque année, sur les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années, on peut aller jusqu'à 100 ans, très bien, sans aucun problème. Puisque l'expert doit analyser ça sur les 100 prochaines années, la précision de la valeur de rendement selon la méthode dynamique DCF dépend directement de la précision de l'expert. Sa capacité en fait à être indépendant, impartial et surtout à être précis dans le temps, ce qui est très très compliqué. C'est toute la complexité d'ailleurs de l'expert, c'est prédire l'avenir, ce qui est très compliqué. Au final, quand on évalue un bien de rendement, l'élément le plus important, c'est donc les revenus qui sont générés. Mais pas uniquement les revenus qui sont générés, surtout les revenus qui sont générés dans le futur, les revenus qui seront générés. Et c'est ça qui est très compliqué. Disons même que le plus important, c'est le plus important, c'est les revenus et qui sont plus importants que la valeur elle-même. Que la valeur elle-même, au final, elle est plutôt utilisée pour pouvoir générer des comparables de revenus, justement. Je m'explique. En gros, quand on parle de biens de rendement, on va toujours comparer les revenus qui sont générés par ces biens de rendement. Ça veut dire que les revenus vont déterminer une certaine valeur et ensuite, les revenus seront comparés. Okay, donc la valeur est moins importante que les revenus parce que c'est les revenus qu'on va directement comparer avec des autres biens immobiliers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en fonction des revenus, c'est comme ça qu'on détermine la valeur. D'accord ? Donc si on veut comparer deux biens immobiliers qui sont dans une situation plus ou moins identique avec des caractéristiques plus ou moins identiques, on va comparer directement les revenus pour un bien immobilier de rendement. Les revenus que chaque appartement génère, de chaque bien immobilier génère. Ça peut être un immeuble, ça peut être un appartement, ça peut être un local commercial, ça peut être à l'industriel. Donc la valeur permet au final tout simplement de rendre les revenus plus tangibles et de pouvoir les comparer entre différents immeubles, histoire de déterminer ensuite un taux de rendement moyen entre les immeubles. Donc la valeur va permettre de comprendre les revenus. Les revenus vont être comparés entre les biens immobiliers. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire des comparables. D'ailleurs, la valeur par comparable, c'est une méthode d'évaluation de biens immobiliers. Si on prend, et c'est ce que tout le monde fait d'ailleurs, quand vous allez visiter, même inconsciemment, vous allez visiter un bien immobilier, que ce soit un appartement ou une maison,
eh bien la première chose que vous allez avoir en tête, c'est les comparables que vous avez à disposition. Ça veut dire qu'est-ce que vous trouvez sur Internet, qu'est-ce que vous avez entendu parler, qu'est-ce que vous avez visité, qu'est-ce que vos amis connaissent, etc. etc. Qu'est-ce que vos voisins ont fait, combien est-ce qu'ils ont vendu leur maison, combien est-ce qu'ils ont acheté, etc. etc. Donc, c'est une valeur par comparable, c'est parfaitement humain. D'ailleurs, on l'utilise même comme ça à travers le système bancaire. Les banques utilisent ce système-là, mais à un niveau supérieur. Là, on parle de valeur hédoniste, c'est simplement la valeur par comparable. C'est identique, hein, le système, sauf que eux sont basés sur une base de données beaucoup plus importante. Voilà. Donc, c'est plus une valeur, au final, mathématique, statistique, de comparaison entre différents biens immobiliers qui ont des critères comparables avec une base de données importante de transactions historiques. Voilà. Puis en fonction de ça, on peut déterminer une valeur. Ça, c'est la valeur hédoniste. C'est une valeur statistique. Et la valeur par comparable, c'est plutôt l'humain qui le fait. C'est simplement les comparaisons qu'il a en tête, qu'il voit, qu'il peut percevoir directement sur le marché. Et en fait, la valeur de rendement, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de comparer la valeur de rendement elle-même et de dire cet immeuble-là, il vaut tant, cet immeuble-là, il vaut tant, on va dire cet immeuble locatif-là, eh bien, il génère tant de revenus, et cet immeuble locatif-là, le voisin, génère aussi tant de revenus. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, la structure, au final, le système est identique, très similaire par rapport à un bien de jouissance, une maison, un appartement, mais la comparaison, elle est différente. C'est-à-dire qu'on ne compare pas la valeur, on compare directement les revenus. La seule et unique raison pour laquelle nous actualisons les valeurs futures, c'est parce que c'est aujourd'hui que le propriétaire doit prendre une décision. Donc ça, maintenant, j'en ai parlé tout à l'heure, les revenus les plus importants, c'est les revenus qui sont générés dans le futur. Ça, c'est logique, parce qu'on n'exploite pas un bien immobilier dans le passé, on exploite un bien immobilier dans le futur. Et donc, si on en revient à la valeur de rendement, quand on y pense, l'évaluateur est obligé de se débrouiller pour déterminer la valeur future plutôt que la valeur actuelle, parce que le bien immobilier sera exploité dans le futur. Il ne peut pas attendre que le futur soit présent, en gros. Donc ça veut dire que, et c'est ça qui est intéressant, la valeur la plus pertinente au final d'un bien de rendement, c'est la valeur future. C'est les revenus qui sont futurs. Mais donc pour l'acheteur dans sa tête, ce qui est important, à quoi il pense quand il achète, c'est les revenus qui sont futurs. Donc en fait, il pense immédiatement à une valeur future alors qu'il achète aujourd'hui. Et ça, c'est pour la simple et bonne raison que vu qu'on exploite dans le futur, et en fait, c'est qu'une question de temps. Le temps n'avance que dans l'avant, dans le futur, et ne va jamais dans le sens du passé. C'est logique, hein. Et donc, à cause de ça, on se projette immédiatement dans le futur. Et vu qu'on se projette immédiatement dans le futur, au final, la valeur de rendement actuelle, donc la valeur de rendement qu'on détermine aujourd'hui, ça veut dire typiquement la valeur DCF que j'ai expliqué, hein, c'est des revenus qui sont générés dans le futur, année par année dans le futur, qu'on actualise aujourd'hui. Okay, on les ramène à aujourd'hui pour déterminer une valeur aujourd'hui. Mais la seule et unique raison pour laquelle on fait ça, eh bien, c'est uniquement parce que l'acheteur ou le vendeur doit prendre une décision aujourd'hui de vendre ou d'acheter. Mais c'est l'unique et seule raison. Parce que à partir du moment où il a pris la décision d'acheter ou de vendre, immédiatement, la valeur actuelle à laquelle il a acheté ou vendu, elle n'est plus d'actualité parce qu'elle est dans le passé. Et donc ça, c'est très intéressant avec l'immobilier. Et puis, ça rend le travail encore un petit peu plus compliqué de l'expert dans l'expertise. Et d'ailleurs, on l'a vu de manière encore plus accélérée ces dernières années, et ça vous est peut-être déjà arrivé en visitant un appartement, en visitant un bien immobilier, mais le vendeur, très souvent, part du principe qu'il fixe un prix en anticipant un peu ce qui arrive dans le futur. Ça veut dire que, vu que l'immobilier fait que de monter en Suisse, vu que depuis des dizaines et des dizaines d'années, les prix de l'immobilier font que de monter, eh bien, le vendeur, immédiatement, quand il détermine un prix de vente, il part du principe que de toute façon, l'acheteur va faire une bonne affaire parce que le prix va monter. Donc, il se projette déjà dans le futur, ce qui est logique, parce que le bien immobilier, la valeur du bien immobilier, eh bien, elle va évoluer dans le futur et pas dans le passé. Et c'est là qu'aujourd'hui, il y a quand même une guerre entre vendeurs et acheteurs, parce qu'aujourd'hui, les transactions se sont calmées au moment où je tourne cet épisode. Et là où les vendeurs pouvaient effectivement capitaliser sur le fait que même si on achetait un bien immobilier à 500 000, 600 000, de toute façon, dans les 5 ans, il allait valoir 100 000 de plus.
Aujourd'hui, on n'en sait rien en fait, on en sait beaucoup moins. Et ça rend quand même le prix de vente, la mise en vente à un certain prix qui anticipe le futur, remis en question en fait. Donc ces prix-là sont remis en question. Mais l'idée derrière tout ça, l'idée du vendeur est pas complètement fausse. Le seul problème de cette méthode-là, d'anticiper le futur, c'est que ça accélère aussi la spéculation. Et ça, c'est parfaitement logique. Dans les calculs de rendement, même si on compare et estime l'état locatif futur et son évolution, le taux d'intérêt reste toujours constant. Et ça, dans l'expertise d'un bien immobilier de rendement, dans la méthode de valorisation d'un bien immobilier de rendement, c'est vrai que quand on y pense, souvent on adapte le loyer parce qu'on sait que le loyer va évoluer dans le temps. Par contre, le taux d'intérêt, on ne l'adapte pas. Et ça, c'est quand même intéressant parce que si on construit, si on démolit un petit peu la valeur de rendement, les deux notions principales de la valeur de rendement, enfin les deux chiffres, les deux variables tout court qui définissent la valeur de rendement, c'est l'état locatif, ça veut dire les revenus qui sont générés, et 2, c'est le taux d'intérêt de base, ça veut dire le rendement qui est attendu par le marché. Et si on part du principe qu'on fait une valeur de rendement dans le futur, certes, on peut anticiper une évolution de la valeur de rendement, par exemple avec la méthode DCF, Discounted Cash Flow, donc méthode dynamique, où on va couper chaque année et analyser chaque année future. Le taux d'intérêt de base, il est identique. Il est gardé identique. Et c'est bête. Parce que évidemment, et même c'est faux, en fait, carrément, ça remet en question toute la pertinence de la valeur de rendement. Parce que le taux, en réalité, n'est pas du tout identique. Et d'ailleurs, on l'a vu ces 3 dernières années, que le taux influence beaucoup les valorisations et qu'il n'est jamais identique. Donc, partant de ce principe, est-ce que la valeur de rendement est vraiment pertinente quand on y réfléchit ? Parce que ça veut dire qu'un critère sur 2, donc état locatif et taux de base, taux d'intérêt de base, un critère sur 2 est complètement inconnu. Du coup, on pourrait remettre en question l'utilité complète de la méthode de valeur de rendement. Mais le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a aucune alternative. On ne peut pas faire autrement que de partir de ce principe-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les valeurs ont été modifiées, les valeurs de rendement surtout ont été modifiées. Alors certes, ça touche peu les appartements, les petits appartements, les petits propriétaires. Enfin, ça touche beaucoup moins parce qu'il y a eu beaucoup moins d'excès. Mais l'évolution du taux d'intérêt, et surtout le taux d'intérêt négatif, qui a forcément poussé les gros institutionnels à investir massivement de l'argent parce qu'ils payaient pour avoir du cash à la banque. Donc ils voulaient absolument sortir ce cash, donc ils devaient acheter. Ils ont eu du coup leur rendement qui a été complètement biaisé. Et vu qu'ils ont eu leur rendement qui a été complètement biaisé parce qu'ils ne partaient pas de 0, ils partaient de moins 0,75 sur le calcul de rendement. Donc en gros, dès qu'ils sortaient leur cash, ils faisaient plus 0,75. Donc ils ont eu leur calcul complètement biaisé et le taux de rendement attendu a chuté drastiquement. Donc les valeurs de rendement ont fortement augmenté. Et aujourd'hui, si on prend l'exemple du coup de ces 3 dernières années, il y a 2 ans, effectivement, on pouvait s'attendre à un taux de rendement extrêmement bas. Pour des immeubles centre-ville de Genève, par exemple, à moins de 2% de rendement. 1,5%, c'est ridicule. Donc c'est très très bas, extrêmement bas, simplement parce que l'investisseur institutionnel qui payait des intérêts négatifs, à partir du moment où il sortait cet argent pour acheter un immeuble à 1,5% de rendement, immédiatement, il était à 2,25%. Parce qu'il rajoutait sur ses calculs l'argent qu'il ne perd plus puisqu'il sort l'argent de la banque. Mais aujourd'hui, les taux sont remontés. Évidemment, tout est biaisé maintenant. Tout est biaisé parce que du coup, le taux de rendement attendu est bien supérieur à ce qu'il était avant. Et qu'est-ce qui se passe avec les valeurs de rendement pour ces immeubles-là ? Eh bien, une chute. Et si on passe d'un taux de rendement attendu de 1,5% à 3%, la valorisation du bien de rendement diminue par 2. La valeur du bien de rendement diminue par 2. C'est 50% de perte de valeur. C'est gigantesque. C'est gigantesque, mais ça n'arrive pas avec les biens immobiliers de rendement pour les petits investisseurs parce qu'ils étaient beaucoup moins concernés par cette situation catastrophique un petit peu de cash qui coûtait beaucoup d'argent. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où on se rend bien compte quand même que partir du principe que le taux d'intérêt de base est toujours identique et ne changera pas, c'est dur de la croire, cette hypothèse. Et elle est même complètement fausse.
Parce qu'évidemment qu'il y a des gros changements tout le temps, en permanence. Donc comment est-ce qu'on fait pour déterminer le taux d'intérêt de base au final, puisqu'on ne peut pas partir du principe qu'il sera identique tout le temps, parce que c'est faux. Et en plus de ça, quand on part du principe que le taux d'intérêt de base est identique, donc le taux de rendement attendu, hein, on oublie le fait que les paiements sont éloignés dans le temps. Et donc, plus les paiements sont éloignés dans le temps, et moins ils ont de valeur. Donc si on part du principe que le taux d'intérêt est toujours le même, en fait, on oublie un petit peu cette notion du temps. Du fait qu'on ne prend pas en considération qu'un paiement dans 50 ans a moins de valeur qu'un paiement demain. Et donc ça c'est grave. Et pour pallier tous ces problèmes, eh bien, on détermine en fait un taux moyen qui est adapté en fonction de la situation actuelle du marché. Ça veut dire qu'on prend une partie du taux qui va être construite par la situation des taux hypothécaires actuels, taux hypothécaire de référence qu'on connaît, qui est distribué, qui est donné par l'OFL, l'Office fédéral du logement, depuis 2008. Tous les trimestres, il change. Okay, il a changé d'ailleurs tout récemment. Et donc d'un côté, une partie de la construction du taux de rendement attendu, elle provient de là, taux hypothécaire de référence, et une partie du taux historique, taux hypothécaire historique. Pourquoi ? Sur les 40-50 dernières années. Pourquoi ? Simplement parce que on doit toujours garder dans la tête le fait qu'il y a une histoire derrière ce taux d'intérêt. Et il a évolué certes à la baisse pendant très longtemps, et aujourd'hui il est remonté. Et c'est pour ça qu'en expertise immobilière, on a toujours pondéré les deux. On a toujours gardé dans la tête les deux, parce que on part du principe que 1% sur 10 ans, c'est pas viable. Voilà. C'est pas pérenne, c'est pas durable dans le temps, c'est pas possible. Et effectivement, c'est pas trompé. C'est pas trompé parce que ça a augmenté maintenant. Et donc typiquement, là, il y a 2 ans, on partait déjà du principe que le taux hypothécaire, le taux de base du rendement attendu des fonds étrangers, d'accord, parce que là on parle que du taux des fonds étrangers, hein, de la rémunération du capital de fonds étrangers. Donc dans la construction du taux hypothécaire de base, on va déjà tout d'abord pondérer, d'ailleurs ça s'appelle le coût moyen pondéré du capital. Ça veut dire qu'on va toujours pondérer les revenus, la rémunération, parce qu'au final le taux hypothécaire de base, c'est une rémunération de capital, à la fois capital étranger, à la fois capital propre, c'est-à-dire les fonds propres qu'on met, les fonds propres investis, on veut une rémunération sur ces fonds propres, et les fonds propres étrangers qui nous a été prêtés, hein, qu'on est allé chercher à la banque, ont aussi une rémunération pour la banque. Et donc dans ce calcul-là, donc le taux hypothécaire taux d'intérêt de base, c'est une pondération simplement entre la rémunération du capital propre et la rémunération du capital étranger, okay, dans le calcul du coût moyen pondéré du capital. Et la rémunération du capital étranger, eh bien, doit prendre en compte qu'il y a un taux hypothécaire historique et pas uniquement le taux hypothécaire actuel, vu qu'il évolue dans le temps. Et donc on va essayer de déterminer un taux qui est viable, qui est pérenne dans le futur proche ou éloigné. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on utilise justement le taux hypothécaire de référence qui est donné par l'OFL, qui est le taux qui s'approche le plus au taux actuel du marché. Et puis le taux, c'est le taux qui reflète réellement ce qui se passe sur le marché. Et puis le taux hypothécaire de référence moyen sur les 40 dernières années. Donc typiquement, il y a 2 ans, là où les taux étaient extrêmement bas, de l'ordre de 0,8, 1%, sur les prêts, la rémunération de capital étranger, donc les prêts de la banque, les prêts hypothécaires de la banque, eh bien, en expertise immobilière, on partait quand même du principe que la rémunération du capital étranger était de l'ordre, ça dépend de l'affectation du bâtiment, mais de l'ordre de 3%. C'est-à-dire simplement une pondération entre les 1,25 de l'OFL qui était en vigueur à ce moment-là, 1,25%, et puis les 4%, 4,5%, qui est le taux hypothécaire moyen sur les 40-50 dernières années. Et donc si on pondère ces deux-là, on arrive à 2,93% de taux hypothécaire pérenne, qu'on qualifie de pérenne. Alors de nouveau, ça reste un petit peu subjectif, mais c'est quand même beaucoup plus réaliste que de partir du principe que les taux aujourd'hui ne changeront jamais. Et ce taux-là est considéré comme pérenne. Et ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser dans le calcul du rendement. Et ce taux-là prend en considération le fait que le taux dans le futur va évoluer et puis qu'on va essayer
on va essayer d'ajuster au maximum aujourd'hui la valeur actuelle en fonction de ce qui va se passer dans le futur. Typiquement, quand les taux hypothécaires de référence, par exemple le taux hypothécaire de référence est très très élevé parce que les taux réalisés sur le marché sont très élevés à l'instant T, imaginons qu'ils soient à 8 aujourd'hui ou 9, eh bien on ne partirait pas du principe que la rémunération du capital étranger à long terme de manière pérenne est à 9. On partirait plutôt du principe que de nouveau on irait pondérer les taux actuels avec la moyenne des taux historiques. Donc on ferait une pondération simplement entre 8 et 9%, ce qui serait réalisé aujourd'hui, et puis 4% ou 4,5%, ce qui est la moyenne sur les 40 dernières années. Et ça nous donnerait un taux de rémunération moyen du capital étranger sur le long terme. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a fait, d'ailleurs pendant 2 ans. Donc au final, cette hausse du taux d'intérêt a été anticipée dans la méthode d'expertise si ça a été réalisé correctement. Voilà, donc c'est ça la construction du CMPC, le coût moyen pondéré du capital, et c'est comme ça qu'on va déterminer le taux d'intérêt utilisé pour la rémunération des capitaux étrangers comme des capitaux propres. Maintenant, c'est clair que ça demande un petit peu de connaissance quand même du marché, ça demande un petit peu de connaissance du monde, de l'expertise immobilière, et voilà, tout le monde n'est pas à même de comprendre réellement comment se structure ce taux, et on ne peut pas partir du principe que le taux est de 4%, de 3% parce qu'on a décidé que c'était comme ça. Effectivement, il faut toujours prendre en compte une rémunération sur le long terme, sur l'avenir. Et pour projeter l'avenir, on est obligé de s'intéresser au passé, à l'histoire de l'évolution des taux. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer des valeurs dans l'avenir. Donc maintenant d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si on continue de pondérer en fait le taux hypothécaire de référence aujourd'hui qui a augmenté à 1,5, avec la moyenne historique de 4,5%, eh bien on est toujours situé autour des 2,9-3% de rémunération du capital étranger. Et pourquoi ? Eh bien simplement parce que l'évolution des taux aujourd'hui, le niveau des taux aujourd'hui peut être qualifié de pérenne. Donc on est quasiment au même montant aujourd'hui. La rémunération du capital étranger aujourd'hui, au moment où je fais cet épisode, est située effectivement entre 2,5 et 3%. Ça dépend si on fait des prêts en sarron à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais grosso modo, le taux sur 10 ans est autour des 3%. Eh bien, la rémunération du capital étranger dans les expertises immobilières sont toujours maintenues autour des 3% pour du résidentiel tout à fait basique. Voilà. Et ça part simplement du principe qu'aujourd'hui, dans l'état actuel, on part du principe qu'en fonction de ce qui s'est passé de manière historique et de l'évolution des taux récents, eh bien, on est sur un taux qui est durable, qui est pérenne aujourd'hui, autour des 3% de rémunération du capital étranger de nouveau. Et ensuite, la rémunération du capital propre dépend uniquement de l'évolution du marché. Ça, c'est clair. Donc, de la volonté des investisseurs à investir plus ou moins dans l'immobilier. Donc ça peut bien évidemment aussi évoluer en fonction de l'affectation de l'immeuble, en fonction de la situation économique, en fonction de l'intérêt des investisseurs à investir dans l'immobilier. Pour la partie revenu maintenant, donc ça c'est la partie taux, c'est comme ça qu'on l'a construit. Et pour la partie revenu, élément fondamental d'un bien immobilier de rendement, eh bien quand on la détermine, quand on détermine le premier loyer, on va simplement se baser sur la situation des loyers comparables. Okay, donc situation des loyers comparables, c'est ça qui va déterminer le premier loyer. Et puis ou potentiellement, si le bien immobilier était loué avant, on va aussi se baser évidemment sur le dernier loyer, parce qu'on ne peut pas augmenter de 100%, 200% selon le droit du bail, évidemment les loyers. Donc si on a un loyer malheureusement d'un 4 pièces à Genève pour 800 francs par mois, on ne peut pas tout d'un coup le passer à 2005. Voilà. C'est pas possible. Il faut le justifier et ça prend du temps en respectant le droit du bail. Donc voilà, il y a deux manières de fixer le loyer. C'est soit en fonction de l'ancien loyer qu'il y avait avant, et s'il est très très faible, eh bien, on ne peut pas simplement le doubler ou le tripler. Et puis, ou alors c'est la situation des loyers actuels, donc c'est la situation des marchés par comparable. Donc autant les taux vont se baser sur une histoire d'avant qui va projeter l'avenir, okay, autant les loyers, c'est pas vraiment ça. C'est soit le dernier loyer qui va déterminer aujourd'hui le loyer qu'on doit fixer, ou alors c'est la situation actuelle du marché locatif des loyers. Et pour l'évolution future des loyers, donc ça on l'utilise évidemment dans l'évaluation dynamique des biens immobiliers sur
les revenus qui vont être générés dans le futur chaque année, et bien là, on va adapter le loyer en fonction du droit du bail. Ça veut dire en fonction de l'évolution des charges ou l'évolution ou des travaux qui sont réalisés. Ou voilà, on a des méthodes de calcul maintenant qui s'appellent une méthode Frashbook qui détermine quelle est l'augmentation du loyer qui peut être générée par des travaux à plus-value qui sont réalisés dans le même immobilier en question. Voilà, donc là il y a des méthodes d'augmentation de loyer, ou alors encore l'évolution du taux hypothécaire de référence, l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation, l'évolution des charges pour le propriétaire direct. Voilà, donc c'est des choses aujourd'hui qui sont répercutées sur les loyers. Aujourd'hui, le taux hypothécaire de référence a augmenté, donc oui, les loyers sont impactés. L'inflation est de retour, donc oui, les loyers sont impactés. Ils sont impactés pas à 100% de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation, mais à 40%, mais ils sont quand même impactés. Et puis on a l'évolution aussi également haussière des charges pour les propriétaires, des charges de manière générale, donc des loyers également. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va déterminer en fait les deux valeurs les plus importantes dans la construction d'une valeur de rendement. Et puis tout ça pour dire que toujours ce qui reste le plus fondamental, le plus important pour un bien de rendement, rappelez-vous toujours, c'est la génération de revenus. Donc c'est les revenus qui sont générés par le bien immobilier en question. Et puis on a ces deux facteurs-là qui déterminent la valeur d'un bien de rendement, c'est les revenus, l'état locatif, et puis le taux d'intérêt. On a des méthodes pour les calculer et les rendre pérennes dans le temps. Et ça, ma foi, c'est le professionnalisme de l'expert et son expérience qui vont lui permettre de déterminer des valeurs les plus précises possibles.